Alors que son influence mondiale diminue, cette nation autrefois dominante se retrouve à la fois diabolisée, sinon évitée, par une grande partie de la région qu'elle contrôlait autrefois étroitement. Et alors que les sanctions s'accumulent, cette nation a également été de plus en plus exclue de la table des négociations internationales. Les insuffisances de l'armée autrefois redoutée de cette superpuissance ont également été révélées par une action militaire mal conçue visant un pays voisin. Et alors que les forces des deux nations restent bloquées dans une impasse frustrante et mortelle, des milliers de troupes mal dirigées et insuffisamment formées deviennent des victimes, ce qui n'a fait qu'amplifier un sentiment de dissension dans les rangs de l'agresseur. Cela, on pourrait penser, ressemble beaucoup à l'actuelle fédération russe. Et dans cette pensée, vous auriez raison. Mais cette scène est en fait une représentation approximative de la situation à laquelle l'Union soviétique était confrontée en 1989, 2 ans avant son effondrement officiel. Cela signifie-t-il que la Russie moderne se dirige vers une catastrophe? Eh bien, l'histoire a une certaine façon de se répéter. Au début des années 1980, l'incursion de l'Union soviétique en Afghanistan a déclenché un conflit prolongé et épuisant qui a épuisé à la fois les ressources et la main-d'œuvre. Ce conflit de 10 ans, souvent appelé la guerre soviéto-afghane, non seulement a augmenté les tensions politiques pendant la guerre froide, mais a également entraîné des conséquences durables pour la région et a compliqué le paysage géopolitique pendant des décennies. Contrairement aux États-Unis, l'Union soviétique n'avait pas les moyens financiers de soutenir ce genre d'entreprise prolongée au Moyen-Orient. Quelles que soient les controverses et les erreurs de nombre de ces actions, les États-Unis avernent ce que l'Union soviétique n'avait pas à l'époque et ce que la Russie n'a pas maintenant. Les ressources considérables et peut-être plus important encore, les partenariats nécessaires pour soutenir ce genre d'entreprise militaire non conventionnelle et sans fin déterminée. Si l'on avance rapidement à l'époque actuelle, il semble certainement y avoir un certain nombre de similitudes entre le fiasco de 10 ans de l'Union soviétique en Afghanistan et l'invasion actuelle de l'Ukraine par la Russie. Sera-ce l'étincelle qui mettra à bas la Fédération de Russie? Eh bien, si nous faisons confiance aux leçons de l'histoire, cela semble certainement aller dans cette direction. Et si la Russie est condamnée, quels autres facteurs pourraient contribuer à sa chute éventuelle? Comment l'effondrement de la Russie pourrait se dérouler est une question complexe. Il semble cependant que le processus ait déjà commencé. Alors que les sanctions augmentent et que la Russie devient de plus en plus isolée politiquement, des dommages irréparables sont infligés à l'économie, qui, si elle n'est pas contrôlée, entraîneront probablement la destitution du président Vladimir Poutine, ainsi que le reste de son régime et tout successeur qu'il pourrait essayer de mettre à sa place. Pour plusieurs raisons, ce scénario peut sembler improbable, mais les experts en politique étrangère continuent de tirer la sonnette d'alarme, avertissant l'Occident de prendre au sérieux la possibilité de la chute de la Russie et de faire des préparatifs adéquats. Selon de nombreux experts, la Fédération de Russie telle qu'elle existe actuellement pourrait s'effondrer au cours de la prochaine décennie, le conflit en cours en Ukraine étant largement identifié comme le principal catalyseur. Cela dit, de nombreux experts affirment également que l'effondrement de la Russie est impossible. Cependant, avant la chute de l'Union soviétique, elle aussi semblait être une superpuissance mondiale stable et attachante avec une armée redoutable. Il est donc probablement mieux d'envisager la possibilité de chaque scénario pour l'instant. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, faites votre propre décision. En remontant loin jusqu'en début 1991, l'Union soviétique était le plus grand pays du monde, couvrant environ 8 650 000 miles carrés, soit près d'un sixième de la masse terrestre totale de la Terre. À cette époque, elle comptait une population de plus de 290 millions de personnes et il y avait 100 nationalités distinctes vivant à l'intérieur de ses frontières. Alors pourquoi, en l'espace d'1 an, l'URSS a-t-elle cessé d'exister? De ce qui était autrefois le plus grand empire totalitaire du monde, 15 pays indépendants ont finalement émergé, chacun empruntant son propre chemin unique de développement. La plupart des anciennes républiques soviétiques, cependant, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, ont tendance à suivre un modèle familier de règne autoritaire et de société civile relativement faible. Mais aussi paralysant que puisse être un autoritarisme débridé pour une nation, il est impossible de cibler une seule cause menant à un événement aussi complexe que la dissolution d'une nation aussi redoutable, ce qui rend l'éventuel effondrement de la Russie une question tout aussi complexe et délicate à aborder. Une question qui doit certainement être examinée à travers un certain nombre de prismes différents, ce qui signifie que nous devrons atteindre une compréhension beaucoup plus profonde de quelques points clés, y compris l'état actuel de la société russe, la situation économique actuelle et future de la Russie, le monde sombre et secret de la politique russe,
et les forces et les échecs du complexe militaire russe. Mais alors que nous explorons ces domaines, il sera important de garder à l'esprit que quoi qu'il arrive à la Russie, si l'État sombre dans un chaos perpétuel ou si une nouvelle structure démocratique émerge, l'impact d'une telle chute dramatique serait sans aucun doute ressenti à travers le globe et ne déplacerait pas seulement la dynamique actuelle entre la plupart des superpuissances mondiales, mais cela modifierait également radicalement la vie de millions d'individus. Aujourd'hui, nous allons explorer la faisabilité globale d'un effondrement et peser les avertissements des experts. S'agit-il principalement de sensations ou sont-ils basés sur des informations et des perspectives réalistes concernant l'état actuel du régime de Poutine? Et nous tenterons de déterminer quels sont les changements politiques et économiques potentiels que nous pouvons nous attendre à voir, à la fois régionalement et internationalement, dans un monde post-Russie? Beaucoup de ces changements, nous pouvons en être sûrs, et peut-être ceux qui seront les plus évidents pour le monde entier, affecteront largement les industries et organisations actuelles de la Russie, ainsi que ses dynamiques de pouvoir politique et sa stratégie militaire globale. Mais nous ne pouvons pas oublier que des changements vastes et radicaux comme ceux-là auront également un impact significatif sur les citoyens de la Russie. Nous ne pouvons pas oublier que chaque nation est d'abord composée de personnes, et même s'il est peu probable que les médias d'État russes reconnaissent une possible chute future, cette crainte pèse fortement sur de nombreux Russes. C'est pourquoi, pour commencer notre exploration du potentiel démantèlement de la Russie, nous allons d'abord examiner l'éventail des facteurs sociétaux qui pourraient très probablement contribuer non seulement à la chute du régime de Poutine, mais aussi à la chute subséquente de la Russie. Pour une énorme partie de la population russe, alors que la guerre avec l'Ukraine se prolonge, la vie est devenue de plus en plus difficile, rendant les troubles sociaux beaucoup plus prévalents dans la région. Les gens ne sont généralement pas satisfaits des disparités économiques non résolues, des opportunités limitées et d'être enrôlés dans une armée en difficulté. Beaucoup de gens veulent du changement, surtout parmi la jeune génération, et les mouvements sociaux appelant à l'équité sur le terrain politique commencent à ébranler le régime actuel. Ce qui est logique, car pour qu'une démocratie puisse s'épanouir et pour qu'un pays puisse grandir et prospérer, il doit y avoir de la place pour une société civile florissante et dynamique, une société dans laquelle un large et diversifié éventail de personnes se voient offrir la possibilité de participer activement. Pour maintenir une population heureuse sur le chemin de la création d'une véritable société civile, il doit y avoir un sentiment d'inclusion. Si l'objectif souhaité d'une nation est de se développer librement et de prospérer finalement, cela doit être un intérêt national fondamental. Dans un État largement autoritaire comme la Russie, cependant, l'émergence d'une société civile, où les organisations et institutions sont autorisées à exister en dehors de l'influence du gouvernement et où les citoyens sont liés par des intérêts et des activités communs, est souvent perçue comme une menace potentielle plutôt qu'un avantage, ce qui conduit généralement à des efforts accrus de l'État pour contrôler la population qu'il est censé servir. La Russie, sauf pendant certaines des périodes les plus chaotiques de son histoire, a rarement connu les avantages d'une société vibrante et libre. Ils en ont eu un aperçu après les révolutions successives de 1917, mais ces événements n'étaient ni bien organisés, ni ouvertement légitimés par les groupes politiques au pouvoir à l'époque. Puis il y a eu la brève période de transformation qui a eu lieu dans les années 1990, après la dissolution de l'Union soviétique. Mais à part ces exceptions, une série d'autocrates a généralement dominé, laissant le peuple russe principalement soumis à une forme quelconque de règles autoritaires arbitraires et oppressives. Prenez par exemple les élections d'hiver de 2011, 2012 lorsque le président de l'époque, Dmitri Medvedev, a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un deuxième mandat afin que l'ancien président Vladimir Poutine puisse revenir pour un troisième mandat, une nomination qui n'était possible que grâce à un récent amendement apporté à la Constitution. Après son annonce, une série de protestations massives a éclaté, comparables en ampleur à celles entourant l'effondrement de l'Union soviétique. L'indignation des Russes est restée en grande partie inaudible à l'époque, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, ce qui a conduit des millions de citoyens en colère, effrayés ou tout simplement exaspérés à protester avec leurs pieds, pourrait-on dire. Quand il faut agir, le fait simple est que les gens malheureux ne vont pas rester. Des millions de Russes, parmi lesquels certains des citoyens les plus riches et les plus éduqués, ont quitté le pays en masse peu de temps après l'invasion de l'Ukraine. Un exode significatif qui n'a fait qu'ajouter au déclin continu du nombre total de la population russe. Les bateaux de natalité ont aussi été un souci constant. Par exemple, au cours des 10 premiers mois de 2019, le nombre de décès a dépassé celui des naissances de près de 260 000, marquant le déclin le plus marqué de la population russe depuis 2008. Le problème sous-jacent ici est que des réductions comme celle-ci, qu'elles soient le résultat de faibles taux de natalité ou d'une émigration massive,
peuvent mettre à rude épreuve la main-d'œuvre d'une nation, nuire à son économie et stresser au point de rompre ses programmes existants de protection sociale. Pour la Russie ou n'importe quelle nation, résoudre le problème du déclin de la population signifie élaborer des politiques qui donnent aux gens assez d'espoir pour commencer ou agrandir des familles et encourager les travailleurs qualifiés à rester. Mais comme cela n'est pas fait, de nombreuses entreprises russes ont commencé à connaître des pénuries de personnel constantes et une difficulté croissante à embaucher de nouveaux employés. Selon la plus grande banque privée de Russie, Alpha Bank, plus de 1,5% de l'ensemble de la main-d'œuvre russe pourrait avoir déjà quitté le pays, dont beaucoup sont des professionnels hautement qualifiés. Et beaucoup de ces personnes, semble-t-il, ont décidé d'emporter leur argent avec eux. Des sources indiquent que lors des premières étapes de la guerre en Ukraine uniquement, bien plus d'1 million de personnes ont quitté la Russie, emportant avec elles un record de 1,2 trillion de roubles de la Banque centrale de Russie. Et il est sûr de dire que depuis lors, ce montant n'a fait que continuer à croître. Sans aucun signe de ralentissement, des milliers d'intellectuels, d'artistes, de professionnels et de jeunes ont continué à quitter le pays, à tel point que les représentants des médias et divers gouvernements ont commencé à qualifier l'événement de fuite des cerveaux préjudiciable au sein de la population russe. Et n'oublions pas les scientifiques. Selon les rapports, le nombre de scientifiques vivant en Russie a diminué d'environ 25% au cours des 2 dernières décennies, entravant grandement la capacité du pays à atteindre son objectif d'indépendance technologique. Selon une source de l'Académie des sciences de Russie, la Russie a perdu environ 50 000 scientifiques au cours des 5 dernières années seulement, beaucoup d'entre eux partant juste après l'attaque sur l'Ukraine. Apparemment, aucun autre pays dans l'histoire n'a connu une telle baisse dramatique de sa main-d'œuvre scientifique en si peu de temps. Cela a créé une situation critique pour la Russie, étant donné que beaucoup de ceux qui ont fui le régime de Poutine sont précisément les individus dont un pays a le plus besoin pour soutenir une économie moderne. Et si perdre leurs scientifiques et leurs artistes n'était pas assez grave, on a signalé que quelques 15 000 millionnaires ont demandé le statut d'immigration permanente ailleurs et prévoient de quitter le pays d'ici la fin de 2022, emportant avec eux leur capital d'investissement tant nécessaire. Beaucoup de ceux qui sont partis jusqu'à présent ont été, compréhensivement, craintifs face à une économie potentiellement en déclin et une qualité de vie qui diminue rapidement. Alors qu'en même temps, un grand nombre d'autres ont été justement préoccupés par les répercussions possibles pour ne pas avoir soutenu la guerre, et lorsque la punition pour insubordination est de plus d'une décennie en prison, qui peut les blâmer? Les Russes, qui étaient préoccupés par le fait d'être ouvertement critiques de caractère de la guerre en Ukraine auparavant, ont certainement de bonnes raisons de s'inquiéter maintenant. En mars 2022, Poutine a signé une nouvelle loi stipulant que toute personne qui diffuse ce que le Kremlin considère comme de fausses informations sur l'armée russe pourrait encourir jusqu'à 15 ans de prison, laissant un grand nombre des figures les plus influentes de Russie avec peu d'options autres que soutenir la guerre, rester silencieux ou partir. Beaucoup semblent avoir choisi cette dernière option, mais ce n'est pas la première fois que le gouvernement russe tente de piétiner la liberté d'expression de ses citoyens. 3 ans plus tôt, en mars 2019, le Parlement russe a promulgué une nouvelle loi qui donnait aux tribunaux le pouvoir d'infliger des amendes ou même d'emprisonner des personnes pour ce qu'ils appelaient des publications en ligne indécentes. Et qu'est-ce que le Parlement russe considère comme indécent? Toute forme de manque de respect envers les fonctionnaires du gouvernement, y compris Poutine, ou démontrant ce qu'il considère comme un manque de respect envers la société, le pays, les symboles de l'État, la constitution russe ou les autorités qui l'appliquent. En franchissant la ligne, vous risquez une amende de jusqu'à 100 000 roubles, environ 1 300 $. Si vous récidivez, vous risquez le double de l'amende et peut-être 15 jours de prison. Oui, cette nouvelle ère de répression sous Poutine est certainement extrême. Mais il est également important que nous ne nous laissions pas prendre à penser que le bon vieux temps était une période plus harmonieuse. Le paysage civil chaotique en Russie pendant les années 1990, après la chute de l'URSS, était dominé par un capitalisme de bandits, une activité criminelle rampante, une corruption omniprésente, un désordre généralisé et un effondrement économique, mais tout cela sous la bannière scintillante de la liberté et de la démocratie. Face à un avenir de plus en plus dangereux et imprévisible, les autorités russes n'ont eu d'autre choix que d'essayer de ramener la société vers la stabilité économique, politique et sociale. Et lorsque Poutine a assumé la présidence pour la première fois en 2000, cela est devenu son objectif central. Par tous les moyens que ce nécessaire, et nous entendons bien tous les moyens, il avait l'intention de renforcer l'économie, de fortifier l'État, de consolider le pouvoir et de rétablir sa vision de l'ordre dans toute la nation.
La fragilité de la nouvelle société russe, combinée à l'immense désir de stabilité de la plupart des gens, lui a grandement facilité la réalisation de ses objectifs. Après l'effondrement de l'Union soviétique, menant au règne de Poutine, la vie en Russie a subi une série de changements profonds. L'époque des pénuries alimentaires, des produits de mauvaise qualité, des longues files d'attente, des appartements coopératifs bondés et des restrictions sur la propriété privée, et les voyages est devenu un cauchemar du passé. Et pour la première fois qu'ils pouvaient se souvenir, de nombreux Russes profitèrent de la liberté de décider où vivre, travailler et voyager. Avec l'avènement de l'économie de marché, le consumérisme a explosé, alors que des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg accueillaient certains des meilleurs restaurants du monde et une utilisation généralisée d'Internet. Les bénéfices de cette transformation, cependant, n'ont pas été répartis de manière équitable, car la plupart des régions rurales de Russie continuent de faire face à des défis persistants, tels que l'extrême pauvreté. Ces disparités de progrès ont conduit de nombreux Russes, en particulier ceux qui sont plus âgés ou moins alignés sur les valeurs occidentales, à vouloir préserver des modes de vie plus traditionnels, y compris de nombreuses idées et idéaux associés à l'époque soviétique. Aujourd'hui, il a été rapporté que quelques 35 millions de Russes vivent dans des maisons ou des appartements sans toilettes intérieures, 47 millions n'ont pas d'eau chaude, 29 millions n'ont pas d'eau courante à l'intérieur de leur maison et 22 millions n'ont pas de chauffage central. En général, seulement 62,7% de la population russe dispose de confort moderne, standards tels que l'eau courante, la plomberie intérieure, le chauffage et des cuisinières à gaz ou électriques. Il est clair que les temps sont restés difficiles pour les Russes. Certains peuvent encore ressentir de la nostalgie pour les bons vieux jours avant la chute de l'URSS, tandis que d'autres ont décidé de concentrer leur attention sur la vie d'aujourd'hui et d'espérer un avenir meilleur. L'une de ces personnes est Yegor Zhukov, un étudiant universitaire de 21 ans qui s'est retrouvé dans un tribunal de Moscou, accusé d'extrémisme. Son crime ? Discuter ouvertement de manifestations pacifiques, des dynamiques du pouvoir politique et de sa candidature pour un siège au conseil municipal de Moscou. Lors de son procès, le 4 décembre 2019, Zhukov a critiqué avec audace le système politique russe et son impact néfaste sur la société. « Nous avons permis cela, et que sommes-nous maintenant ?» a-t-il dit. « Nous sommes une nation ayant oublié la responsabilité. Nous sommes devenus une nation qui a désappris l'amour. » Après avoir été reproduite par la journaliste russo-américaine Masha Gessen dans un article du New Yorker, la déclaration de Zhukov est devenue une sensation médiatique qui symboliserait de nombreux défauts flagrants de la Russie de Poutine. Il s'avère que la seule institution traditionnelle que l'État russe respecte et protège vraiment est l'institution de l'autocratie. Zhukov a également déclaré que l'autocratie vise à détruire quiconque souhaite réellement travailler pour le bien de la patrie, qui n'a pas peur d'aimer et d'assumer des responsabilités. Étonnamment, pour son insubordination ouverte, Zhukov a reçu une peine relativement légère, seulement 3 ans de probation, probablement en raison de la forte réaction du public à sa déclaration et de l'attention internationale qu'elle a suscitée. Il est important de noter ici que Zhukov n'était ni un éminent universitaire en sociologie, ni un leader de l'opposition politique, ni une figure populaire des médias. Il était un étudiant universitaire de 21 ans qui avait vécu toute sa vie sous le régime de Poutine. Et en conséquence, il était profondément préoccupé par l'avenir de son pays et de son peuple. Il est difficile de déterminer le rôle spécifique que le peuple russe jouera dans l'éventuel effondrement de son pays, mais c'est ce genre de personne qui n'a que sa vie à perdre en s'exprimant, qui nous indiquera probablement la bonne direction. Dans les mois ou les années à venir, il est possible que le régime autoritaire de Poutine prenne fin de manière peu cérémonieuse. Même si c'est le cas, il est peu probable que la dissolution pure et simple de la Russie s'ensuive. Selon l'évolution des choses, certaines régions pourraient être désireuses de leur indépendance, mais il est également très possible que beaucoup des républiques qui ont choisi de rester une partie de la Russie à la fin de la guerre froide continueront à le faire. Mais quelle que soit la forme que la Russie prendra à l'avenir, aucun pays ne peut prospérer économiquement s'il ne peut pas conserver la majeure partie de sa richesse intellectuelle et matérielle. La croissance économique à long terme sera impossible, l'économie stagnera et les investissements internationaux deviendront de plus en plus rares. Ce ne sera pas une bonne nouvelle pour Poutine, étant donné que sa popularité repose, dans une large mesure, sur la perception de lui comme un technocrate compétent qui est plus que capable d'assurer le succès économique continu de la Russie. Mais que se passe-t-il s'il ne peut pas ? Si elle n'est pas réglée, la vulnérabilité économique de la Russie, due à sa faible diversité, ne provoquerait-elle pas sa chute éventuelle ? C'est le prochain élément du puzzle russe que nous devons examiner. Bien qu'il ait été largement aidé par les prix élevés du pétrole,
Il faut reconnaître que Poutine a réussi à augmenter le niveau de vie d'une grande partie de la population russe. En tant que l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde, le PIB par habitant de la Russie a augmenté de 7,3% par an de 1999 à 2008. Cependant, alors que des grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg profitaient de ce boom économique et que de nombreux citoyens russes se concentraient sur les avantages d'un style de vie élevé, le Kremlin prenait des mesures pour consolider le pouvoir de la nation. Et lorsque la poussière s'est déposée, cet apparent équilibre des intérêts entre le peuple russe et l'État s'est avéré être de courte durée. En réalité, il a fallu une série de chocs en 2008 pour finalement briser le sort. D'abord, c'était une crise économique mondiale, déclenchée par l'effondrement du marché immobilier américain. Puis est venue une chute majeure des prix du pétrole. Et enfin, il y a eu un changement au sommet parmi les dirigeants politiques de la Russie. Individuellement et en combinaison, ces événements ont ajouté du combustible au feu du mécontentement, qui couvette sous la surface de la société russe depuis de nombreuses années. En regardant jusqu'à aujourd'hui, la récupération de ces événements, en particulier l'effondrement économique de 2008, a été lente et pendant ce temps, la corruption au plus haut niveau du Kremlin, jusqu'aux fonctionnaires locaux, a continué. Dans de nombreux cas, prenant la forme de comportements abusifs de la part des forces de l'ordre et de décisions arbitraires des tribunaux, décourageant et déprimant davantage la population russe. Mais, comme nous l'avons dit, l'économie sous Poutine a d'une certaine manière continué à prospérer, principalement grâce à ses revenus d'hydrocarbures supérieurs à la moyenne et à l'utilisation stratégique de ses stocks existants pour atténuer l'impact des sanctions à l'importation, déjouant les attentes de beaucoup. La future santé économique de la Russie pourrait être une bombe à retardement en route pour une implosion. En ces temps turbulents, dans un pays soutenu par une économie si peu diversifiée, tout pourrait arriver. Voyez simplement l'URSS de 1990. À l'époque, elle avait la deuxième plus grande économie du monde, mais faisait toujours face à des pénuries régulières de biens de consommation, à une thésaurisation généralisée et à une énorme économie de marché noir qui représentait plus de 10% de son PIB officiel. La stagnation économique s'est intensifiée avec le temps. L'impression imprudente de monnaie alimentant les augmentations de salaire a uniquement provoqué une inflation galopante. En plus de cela, la mauvaise gestion financière continue de l'État a rendu le pays très sensible aux fluctuations d'un éventail de marchés extérieurs. Et donc, lorsque le prix du pétrole a finalement chuté au plus bas, cela a déclenché une cascade économique et l'effondrement de l'Union soviétique. Tout comme la Russie aujourd'hui, l'Union soviétique dépendait de l'exportation de pétrole et de gaz pour survivre en tant que nation. Cependant, comme observé, c'est une démarche risquée. Les fluctuations des prix mondiaux de l'énergie peuvent entraîner d'énormes changements difficiles à inverser, en particulier pour une économie aussi peu diversifiée que celle de la Russie. Ce n'est pas une bonne situation dans laquelle se trouver, mais ça empire. La Russie fait également face aux conséquences d'être presque totalement isolée des marchés mondiaux pour de nombreux produits de haute technologie, rendant l'approvisionnement et l'entretien d'outils et d'équipements modernes un défi sérieux, en particulier sur le champ de bataille en Ukraine. La situation est devenue si mauvaise, en fait, que l'armée russe a dû recourir à l'utilisation de microprocesseurs récupérés sur des appareils civils pour maintenir certains de ses systèmes de missiles en ligne, un problème créé par l'embargo imposé par Taïwan, actuellement le plus grand fabricant mondial de composants électroniques. Et pourtant, malgré certaines des sanctions les plus sévères de l'histoire récente, l'économie russe semble continuer à fonctionner. Actuellement à Moscou, vous ne trouverez pas certains produits populaires comme la bière Guinness, les vêtements Zara ou les capsules Nespresso. Mais ce n'est qu'un inconvénient. Le vrai problème est que les biens de première nécessité, y compris de nombreux types de médicaments, sont également devenus presque impossibles à acquérir. Pour aggraver les choses, plusieurs grands fabricants d'avions commerciaux, dont Boeing et Airbus, ont tous deux annulé les contrats de maintenance et cessé de fournir des pièces de rechange. Maintenant en pénurie critique de pièces de rechange, la Russie manque également de la capacité de les fabriquer sur le territoire national, laissant les équipages aériens cannibaliser d'autres avions pour obtenir des pièces afin de maintenir la flotte commerciale de l'industrie qui s'amenuise. Cette situation pose un grave risque pour les utilisateurs du transport aérien russe, indiquant une possible chute imminente de l'industrie aérienne russe. Mais les compagnies aériennes ne sont pas les seules à couper les liens commerciaux avec la Russie. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, plus de 1000 entreprises ont publiquement annoncé leur intention de fermer complètement leurs opérations en Russie ou de les réduire au-delà du minimum légalement requis par les sanctions internationales. Pour ne nommer qu'une petite fraction des marques les plus reconnaissables, les entreprises qui ont déjà fermé leurs portes là-bas
incluent McDonald's, Spotify, Adidas, H&M, Ikea, Disney, Apple et Harley-Davidson. Il est également préoccupant de constater la santé du rouble russe, qui, après avoir atteint un niveau record face au dollar américain, s'est effondré pour devenir, des décombres. L'inflation a également grimpé en flèche, atteignant un sommet en 20 ans de près de 18% en avril 2022, mais finirait l'année, après une lente récupération, à 13,4%. Pour atténuer le coût, Poutine a ordonné une augmentation de 10% des pensions et du salaire minimum. Beaucoup se sont interrogés sur la source de financement. Dans le style typique de l'autocrate toujours insaisissable, même au milieu d'une tempête de sanctions occidentales, jusqu'en 2023, Poutine a continué à dresser un tableau optimiste de la situation économique du pays. Mais les experts ne sont pas d'accord. La situation réelle, on dit beaucoup, est bien plus laide que celle présentée par le Kremlin. Ce qui signifie que les rapports officiels sur l'économie russe ne sont probablement pas la représentation la plus précise de l'état de l'économie russe. Peut-être parce que les responsables qui élaborent ces rapports ont un véritable intérêt à satisfaire le Kremlin. Des rapports indiquent que malgré une croissance du PIB interne, il n'y a pas eu d'amélioration notable de la prospérité en Russie. Au lieu de cela, les taux d'intérêt ont augmenté pour soutenir le rouble affaibli, écrasant des millions de citoyens sous une montagne de dettes. En fait, on estime qu'au deuxième trimestre de 2023, environ 15,7 millions de personnes en Russie vivaient sous le seuil de pauvreté, survivant avec à peine plus de 14 000 roubles par mois. Vraiment, il n'est pas si surprenant qu'il y ait eu tant de malentendus concernant l'état de l'économie russe. Depuis l'invasion, le Kremlin a été très sélectif quant aux données économiques qu'il présente, mettant régulièrement en avant des indicateurs favorables et omettant tous ceux qui sont défavorables. Ensuite, ces statistiques choisies par Poutine sont diffusées par les médias d'État, certaines d'entre elles étant involontairement propagées par des experts et des reporters internationaux qui pourraient par ailleurs être bien intentionnés. Cela rend difficile de déterminer ce qui se passe réellement en Russie, mais nous pouvons être relativement sûrs que c'est plus sombre que ce que l'État est prêt à dire. En réalité, malgré quelques fuites dans le système, il semble que l'accès de la Russie à des importations utiles est presque entièrement disparu. La sécurisation des produits essentiels, des pièces et des technologies auprès de partenaires commerciaux de plus en plus hésitants est devenue une lutte, tandis que les pénuries d'approvisionnement au sein de son économie domestique n'ont fait qu'empirer. Et malgré les aspirations de Poutine à l'autosuffisance et à sécuriser des importations de substitution fiables, la production intérieure en Russie a également, pour la plupart, été mise à l'arrêt. Poutine n'a tout simplement pas été capable de remplacer les entreprises, les produits et les talents qu'il a déjà perdus. Vraiment, pour comprendre la gravité de cette situation, vous n'avez probablement besoin d'aucune autre statistique que celle-ci. Les entreprises qui ont déjà quitté représentent environ 40% du PIB de la Russie. La vérité, c'est que la base d'innovation et de production domestique de la Russie est en train d'être évidée, car l'envolée des prix et le mécontentement des consommateurs ont inversé près de 3 décennies d'investissements étrangers, provoquant l'exode actuel, sans précédent, de talents et de capitaux d'investissement, érodant considérablement la base de l'économie russe. Dans l'ensemble, il semble que les actions agressives de Poutine n'aient fait que renforcer le lien entre Biden et de nombreux dirigeants européens clés. Renforcée par le soutien international, la Maison-Blanche a continué à mettre en œuvre des sanctions qui couperont l'accès de Moscou aux systèmes bancaires et financiers internationaux, tandis que de nombreux dirigeants de l'UE mettent en œuvre leurs propres sanctions. Par exemple, peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, le chancelier allemand Olaf Scholz a arrêté la production du gazoduc Nord Stream 2, qui devait livrer du gaz russe à une grande partie de l'Europe. Fortement dépendante des exportations de pétrole et de gaz, l'économie russe pourrait ne pas survivre à un tel coup. Mais cela pourrait également créer des difficultés considérables pour le reste de l'Europe, qui dépend actuellement de la Russie pour 40% de son énergie. Si les choses sont autorisées à continuer comme elles sont, la Russie risque de faire face à une isolation croissante des marchés financiers internationaux et du capital crucial nécessaire à la reprise. Et si Poutine reste à la barre, une communauté mondiale unie contre la Russie semble inévitable, tout comme la perspective d'une mort économique lente et douloureuse. À ce stade, un changement de leadership pourrait être la seule chose qui peut ralentir ou arrêter le déclin de l'économie russe, mais cela pourrait être une bataille épique en soi, compte tenu de l'état actuel du paysage politique russe. Ce qui nous amène à notre prochain domaine d'analyse et soulève la question: comment le gouvernement centralisé et autoritaire de la Russie pourrait-il contribuer à son éventuel effondrement?
Eh bien, des niveaux élevés de corruption et une absence de responsabilité politique n'aideront certainement pas la situation, sans parler du mécontentement civil généralisé qui en résulte souvent. Poutine pense-t-il vraiment qu'il peut garder le pouvoir de la Russie consolidé entre quelques mains seulement et ne pas avoir de problème? Nous avons déjà établi que la Russie est confrontée à de sérieux défis sociétaux et économiques. Mais il sera également important d'examiner son paysage politique dysfonctionnel. Actuellement, la situation de Poutine semble s'assombrir, mais cela pourrait ne pas affecter ses aspirations politiques futures. Actuellement, il n'a pas d'opposition politique significative au sein de la Fédération de Russie, principalement parce qu'il a passé les 2 dernières décennies à éliminer systématiquement tous les adversaires potentiels ou les dissidents possibles. Mais bon, qui compte? Il y a ceux qui plaident courageusement pour la démocratie, mais ce mouvement manque d'un leader charismatique pour unifier ses efforts et, si nécessaire, mener une révolution. En utilisant une compréhension aiguisée de l'histoire et une gamme de tactiques impitoyables, y compris mais sans s'y limiter, la suppression et l'emprisonnement, Poutine a réussi à empêcher son propre renversement du pouvoir depuis plus de 20 ans. Certainement conscient des critiques dirigées contre son régime, la stratégie de répression politique de Poutine pourrait éventuellement découler d'une peur persistante que l'histoire de l'Union soviétique ne se répète un jour, car Poutine a vu ce qui peut arriver lorsque les idées et la parole sont autorisées à circuler librement. Et peut-être ne veut-il pas commettre les mêmes erreurs que Mikhaïl Gorbatchev, qui, après être devenu le secrétaire général du Parti communiste en 1985, s'est efforcé de revitaliser l'économie soviétique stagnante et de simplifier la structure gouvernementale bureaucratique. D'abord, il a mis en œuvre la glasnost, une politique d'ouverture et de transparence visant à améliorer le dialogue entre les institutions gouvernementales, les médias et le grand public. Puis, il a introduit la perestroïka, un ensemble de réformes politiques et économiques visant à moderniser et à améliorer l'Union soviétique en rendant l'économie plus efficace, en augmentant la transparence politique et en améliorant les relations avec l'Occident. Cela semble être une bonne affaire, mais l'est-ce vraiment? Destinée à raviver certains idéaux communistes, la glasnost conduirait plutôt à un raz-de-marée de critiques dirigées contre le système soviétique actuel et l'État perdant finalement le contrôle sur les médias et le discours public. Malheureusement, les politiques de la perestroïka n'ont pas fait beaucoup mieux. Les contrôles de prix ont été supprimés pour certains marchés, mais les structures bureaucratiques demeurent, permettant aux dirigeants communistes de s'opposer à tout changement non approuvé. D'une part, Gorbatchev parlait souvent de l'importance de la confiance dans le partage d'informations avec tous les citoyens soviétiques. Mais il était devenu douloureusement clair plus tard que ce partage d'informations était conçu pour attirer l'attention uniquement sur des problèmes spécifiques, sélectionnés par ceux au pouvoir et non par les citoyens ordinaires. Quelle que soit la vision originale de Gorbatchev pour la glasnost, elle a rapidement pris une vie propre, se transformant en un marché libre d'informations très critique de l'État. Finalement, ces réformes n'ont fait qu'accélérer la chute de l'Empire soviétique, et à la fin de 1989, la région avait commencé à changer de forme de manière spectaculaire. La Hongrie avait démonté sa clôture frontalière avec l'Autriche, le syndicat Solidarność et le mouvement social avaient pris le pouvoir en Pologne, les États baltes se dirigeaient vers l'indépendance, et le mur de Berlin était tombé. Sous les yeux du monde entier, le rideau de fer tombait rapidement, et il semblait que la fin de l'Union soviétique était imminente. À la suite de son échec, Gorbatchev a pointé du doigt la glasnost et la perestroïka. En réalité, il était le seul à blâmer. Des années avant la chute, à la suite de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 1986, il avait violé sa propre politique et sapé son autorité en supprimant des informations et en minimisant la gravité de l'accident. Les rapports occidentaux ont été rejetés. Les événements du 1er mai ont été autorisés à se poursuivre dans les zones contaminées. Et Gorbatchev a retardé une déclaration publique jusqu'au 14 mai. Sa réponse officielle mal exécutée a révélé les lacunes et l'hypocrisie de la glasnost, entraînant une érosion de la confiance parmi les citoyens soviétiques. Encore plus que l'échec de la perestroïka, l'incapacité de Gorbatchev à aborder correctement Tchernobyl, une explosion qui a libéré plus de 400 fois les retombées de radioactives de la bombe larguée sur Hiroshima, serait finalement répertoriée parmi les facteurs clés qui ont conduit à l'effondrement de l'Union soviétique. Le mandat de Gorbatchev en tant que leader de l'Union soviétique a duré un peu plus de 6 ans, mais beaucoup de choses ont changé pour le pays et le monde pendant cette période. Bien qu'enracinés dans l'intérêt personnel et la mauvaise exécution, ces politiques de la perestroïka et de la glasnost ont donné à de nombreux citoyens leur première occasion d'exercer de véritables libertés politiques, y compris la liberté d'expression.
Poutine, en revanche, après avoir pris le pouvoir le 31 décembre 1999, a rapidement agi pour rétablir le contrôle de l'État sur les libertés politiques que Gorbatchev avait tenté d'introduire. Il a commencé par démanteler les médias indépendants de la Russie et restreindre l'accès des médias à la Tchétchénie, rendant impossible une couverture équilibrée de la deuxième guerre de Russie là-bas. Avant longtemps, Poutine avait intensifié ses efforts pour contrôler de nombreux oligarques de Russie, une emprise qui s'étendait aux empires médiatiques qu'il contrôlait. Il y avait ensuite le meurtre en 2006 de la journaliste d'investigation Anna Politkovskaya, que l'État russe était largement soupçonné d'avoir orchestré. Le coup final porté aux médias indépendants de Russie est survenu en 2022 lorsque la législation a été adoptée, rendant illégale la diffusion de fausses nouvelles sur la guerre de la Russie en Ukraine. Toujours autocrate, peut-être que Poutine craint qu'une société civile informée et émancipée ne défie ou même ne renverse son régime. Ressentant la pression du mécontentement interne, ainsi que l'étau des puissances étrangères externes, des facteurs non gouvernementaux et des médias internationaux, Poutine a commencé à sonner de plus en plus belliqueux et à s'apitoyer sur son sort, amenant de nombreux dirigeants occidentaux à se demander s'ils ont, ou ont déjà eu, affaire à un acteur pleinement rationnel. La question demeure cependant, qui le remplacerait ? La distribution actuelle du pouvoir politique en Russie n'a laissé aucune alternative viable. Depuis des décennies maintenant, Poutine s'est délibérément rendu inséparable de l'État. Peut-être que c'est la peur qui le motive, mais il se pourrait aussi que l'ancien officier du KGB agisse à partir d'un ressentiment longtemps refoulé concernant la dissolution de l'Union soviétique. Il semble également nourrir l'assumption profondément paranoïaque que l'Occident s'est allié contre lui et conspire pour freiner le développement de la Russie depuis lors. Quelles que soient ses motivations plus profondes, il semble que les principaux objectifs politiques de Poutine pourraient finalement conduire non seulement à la chute de son régime, mais aussi à la chute de la Fédération de Russie. D'une part, la volonté de Poutine de reconstituer l'ancien empire soviétique, tout en menaçant nonchalamment d'utiliser des armes nucléaires sur toute nation qui interfère, n'a fait que rappeler à l'Occident et à ses alliés que l'OTAN reste indispensable à leur sécurité mutuelle. En fait, beaucoup considèrent l'adhésion à l'OTAN comme le plus solide rempart de l'Europe contre les plans d'expansion agressive de la Russie. D'autre part, Poutine croit sans fléchir que les Russes et les Ukrainiens sont un peuple unifié et que la véritable souveraineté pour l'Ukraine n'est réalisable qu'à travers une collaboration avec la Russie. De nombreux Ukrainiens, en revanche, ont une perspective très différente. Et pour la première fois depuis leur indépendance, la majorité des Ukrainiens soutiennent l'idée de rejoindre le mouvement de l'OTAN. Ce qui signifie que même si la Russie réussit à occuper l'Ukraine, Poutine pourrait très probablement faire face à une insurrection déterminée à laquelle les États-Unis et d'autres alliés offriraient volontiers leur soutien. Et troisièmement, l'invasion de l'Ukraine par Poutine a seulement permis au président Biden de démontrer son engagement à rétablir la réputation de l'Amérique en tant que chef de la sécurité collective mondiale. En tenant bon face aux demandes incessantes de Poutine, Biden n'a pas seulement gagné la confiance de nombreux alliés européens, mais il a également pu réparer une partie des dommages à sa réputation causés par le fiasco en Afghanistan concernant sa compétence en matière de politique étrangère. Les actions très mal avisées de Poutine en Ukraine ont eu le résultat inattendu de transformer cette crise en un affrontement moral entre la tyrannie et la démocratie. Tout au long de ses 22 ans de règne marqués en grande partie par la brutalité et la corruption, Poutine a presque éteint tout espoir que la Russie s'éloignera de son histoire autoritaire et s'alignera avec le reste de l'Europe en tant que société ouverte, prospère et libre qui défend les droits individuels et l'état de droit. Au lieu de cela, il s'est plus que contenté de manipuler les élections, de consolider son pouvoir, de réprimer la dissidence, d'assassiner les critiques du régime, de renforcer l'armée russe, d'aider les oligarques amis qui pillent le pays et de nourrir sa rancune de longue date contre les États-Unis et l'Europe. Certes, la Russie a adopté une poignée de termes politiques et d'idées institutionnelles de l'Occident, créant rien de plus qu'une illusion fragile de démocratie. En réalité, ces éléments ne sont qu'une façade. Peu d'institutions actuelles de la Russie diffèrent de manière réelle de sa culture politique autocratique de longue date. Mais ce n'est même pas la part effrayante. Alors qu'il peut sembler que la politique étrangère russe a été imprudente et imprévisible, et que les actions de Moscou sont le résultat d'une agression aléatoire, Poutine a en fait suivi un ensemble distinct de modèles. Et alors qu'il approche de la fin de son 4e mandat en tant que président, reconnaître ces modèles sera la clé pour comprendre et peut-être anticiper ses futurs mouvements politiques. Malgré sa vantardise de son utilisation d'outils de politique étrangère conventionnels, comme la diplomatie et le commerce mondial,
Poutine a beaucoup plus compté sur les mesures secrètes fournies par ses services de renseignement et de sécurité, reléguant toutes les considérations éthiques bien en bas de sa liste de priorités. Poutine a privilégié son intérêt pour le pouvoir absolu sur tout ensemble de règles philosophiques guidant le comportement moral du gouvernement. Et cela a rendu beaucoup plus facile pour lui et d'autres avant lui d'aborder la politique étrangère comme un jeu à somme nulle, où le gain d'un État se fait au détriment d'un autre, rendant la coopération politique internationale presque impossible. Mais même s'il s'agit d'un jeu perdant, c'est le jeu que Poutine semble déterminé à jouer. Alors que se passe-t-il si Poutine perd? Et si la Russie est forcée de se retirer d'Ukraine et que Poutine réalise que ses jours au sommet sont comptés? Les dirigeants du monde entier veulent savoir. Si la défaite en Ukraine semble imminente, que va faire Poutine? Mais ce que beaucoup d'entre eux se demandent vraiment, c'est s'il déploierait réellement des armes de destruction massive? Aurait-il recours à des mesures aussi drastiques? Il devrait être fou, non? Si nous le poussons à bout, nous pourrions le découvrir. Espérons que Poutine ait réalisé que l'utilisation d'armes nucléaires ou chimiques ne serait pas non plus dans son meilleur intérêt. Une telle attaque rendrait la Russie paria, entraînant son isolement international total et probablement l'effondrement de son régime. Les répercussions politiques et économiques seraient astronomiques, dépassant de loin les dommages économiques et politiques que les sanctions croissantes ont causés jusqu'à présent. Avec ce gars, on ne sait jamais. La perception fondamentale de Poutine de la Russie semble être enracinée dans des notions traditionnelles de force, de pouvoir et de respect. Et à cause de cela, il fera tout ce qu'il faut pour maintenir cette image. Espérons que cela n'implique pas l'utilisation d'armes nucléaires ou chimiques sur le champ de bataille. Mais encore une fois, on ne sait jamais. Une partie de la campagne de Poutine, pour préserver cette image de la Russie, en tant que nation de force globale supérieure, a consisté à maintenir une armée de taille considérable et bien équipée, une tâche qu'il a relativement bien accomplie pendant de nombreuses années. Mais cela ne semble plus être le cas désormais. En parlant uniquement en termes de formation et d'équipement, les forces terrestres russes auraient dû dominer le champ de bataille en Ukraine sur plusieurs fronts. Mais cela n'a pas été le cas. Pour vraiment comprendre pourquoi, cependant, nous devons scruter les forces russes au-delà de leur équipement et du personnel qu'ils utilisent. Ce qui nous amène au dernier facteur que nous devons considérer lors de l'envisagement de l'éventuel effondrement de la Russie, son armée. Pour évaluer la compétence et la capacité de son armée, les États-Unis utilisent l'acronyme DOTMLPF, qui signifie Doctrine, Organisation, Formation, Matériel, Leadership et Éducation, Personnel et Installation. Donc, espérons qu'en examinant l'armée russe à travers le prisme de ces catégories, nous devrions être en mesure de mieux comprendre ces défis et échecs en cours. Pour commencer, jetons un coup d'œil aux points forts de la Russie, leur doctrine, qui est essentiellement le cadre théorique dictant comment l'armée devrait s'engager, est claire, précise, bien soutenue et conceptuellement solide. Théoriquement parlant, la doctrine militaire russe dépasse souvent la doctrine militaire occidentale. Quand elle est menée conformément aux instructions militaires supérieures, ces opérations sont souvent couronnées de succès. Cependant, sur le champ de bataille, l'exécution par la Russie de ces ordres a à peine ressemblé à la théorie proposée derrière eux. Il y a aussi l'avantage que la Russie tire de son matériel, qui est généralement bien conçu et construit. Prenez par exemple l'Orland X, le drone principal utilisé par les forces russes. C'est à la fois rentable et facile à utiliser. Bien que pas très sophistiqué, sa conception le rend difficile à détruire. En général, il vole trop haut pour les défenses aériennes à courte portée, tout en étant trop peu coûteux pour justifier une destruction par des défenses aériennes à longue portée. Mais ne vous y trompez pas, le matériel militaire russe a aussi ses faiblesses. Principalement, il est inflexible, beaucoup de celui-ci étant conçu pour accomplir une tâche spécifique. Il y a aussi le problème d'avoir plusieurs générations de divers systèmes déployés simultanément, ce qui rend la maintenance et les réparations sur le terrain un cauchemar logistique. Et alors que les choses ont empiré en Ukraine, la Russie a été contrainte de sortir de plus en plus d'équipements de générations plus anciennes de leurs réserves. La Russie manque également d'une industrie de la microélectronique avancée et doit donc importer tous ses composants d'armes de précision critique. En fin de compte, l'armée russe n'a tout simplement pas été conçue pour des guerres courtes et de haute intensité. En l'absence d'une stratégie complète de mobilisation nationale, elle reste trop petite et manque de soutien logistique pour une campagne étrangère prolongée. Son équipement est trop mal adapté pour un conflit prolongé. De l'autre côté de la balance, l'une des forces modérées de l'armée russe est ses installations. Un exemple parfait est le réseau ferroviaire efficace du pays,
qui a été spécifiquement optimisé pour le mouvement des équipements de combat. Ils contribuent également à leur capacité de production de nombreuses usines de munitions contrôlées par le gouvernement, ainsi que l'accès à la plupart des matières premières essentielles nécessaires à la production de divers types de bombes et de munitions. Mais peu importe combien de bombes ou de balles la Russie peut produire, cela ne compensera pas son manque presque total de leadership de qualité. La corruption au plus haut niveau continue de saper les besoins logistiques de l'armée, tandis que la peur de punition exagérée a créé une atmosphère où les soldats exécuteront à contre-cœur des ordres qu'ils savent être totalement inefficaces. Et d'un point de vue personnel, le vieillissement rapide de la population russe a conduit à un manque de jeunes recrues. Il y a aussi peu d'opportunités de carrière pour les soldats de longue durée, ce qui rend la rétention un problème sérieux, laissant l'armée russe dépendre fortement des conscrits non volontaires. Beaucoup de ces conscrits viennent également de régions où le niveau de vie est très bas et sont donc moins familiers avec la technologie moderne. Mettant de côté l'âge et l'aptitude technologique, une force militaire sans idéologie claire, sans objectif ou sans exemple de leadership de qualité sera sans aucun doute démotivée, aura du mal à travailler efficacement en équipe et ne sera pas disposée à risquer leur vie les uns pour les autres. Voici les réels défis auxquels les forces russes sont confrontées sur le terrain. Des problèmes qui n'ont fait qu'empirer, sapant gravement la puissance de combat offensive de l'infanterie russe, alors que les pertes en Ukraine s'accumulent. Mais ce qui est probablement la plus grande faiblesse qui afflige l'armée russe, c'est sa formation ou son absence. En d'autres termes, ils n'en font pas assez. Au début de la guerre, par exemple, il y avait moins de 100 pilotes russes entièrement formés à la frontière ukrainienne. Malgré la présence de plus de 310 Q-7 avions de combat, les soldats russes reçoivent également généralement une formation qui est étroitement axée sur leurs tâches assignées, ce qui entraîne une inflexibilité des troupes, un manque de conscience de la situation et une incapacité à assumer efficacement les tâches des autres. Sans parler du fait que la majorité de la formation se déroule au niveau de l'unité, ce qui signifie que lorsque les unités sont déployées sur le terrain, il y a peu de temps et d'opportunités pour former les nouvelles recrues avant qu'elles ne soient envoyées au combat. Avant l'invasion, on estime qu'un quart de tous les soldats russes étaient des conscrits. Et depuis lors, Moscou n'a fait que redoubler d'efforts pour augmenter ses efforts de recrutement, ce qui a inclus l'extension de la limite d'âge et le recrutement de prisonniers. Beaucoup des nouvelles recrues de la Russie semblent être plus âgées, en mauvaise forme et mal formées, et ne devraient donc probablement pas augmenter l'efficacité globale au combat de Moscou. Le fait simple est que les troupes russes sont en infériorité numérique, démotivées et dépendent d'équipements qui continuent de se dégrader, ce qui signifie que les perspectives de victoire de la Russie se détériorent trop rapidement. Lorsqu'il a commencé son chemin, peut-être que Poutine croyait que ses troupes seraient capables de se comporter au moins aussi bien que les soviétiques l'ont fait lorsqu'ils sont intervenus au nom du gouvernement communiste de l'Afghanistan en 1979. Il n'est certainement pas impossible de l'imaginer, étant donné les similitudes entre le conflit et l'état actuel en Ukraine. Les États-Unis ont, par le passé, joué un rôle similaire en formant et armant les combattants de la résistance des Moudjahidines. Mais il faut également faire un certain nombre de distinctions importantes entre les Moudjahidines et les forces ukrainiennes actuelles. Tout d'abord, lorsque la Russie a envahi en février 2022, l'Ukraine avait déjà une armée nationale de style occidental, et contrairement à la nature décentralisée et asymétrique des Moudjahidines, la structure militaire organisée de l'Ukraine a permis une gamme d'efforts hautement coordonnés. Ces tactiques avancées seules se sont avérées très efficaces pour ralentir, sinon arrêter, l'offensive russe. Une armée professionnelle a également donné à l'Ukraine la possibilité de déployer des armes lourdes, une option qui aurait été impraticable, sinon impossible, en Afghanistan. En Afghanistan, ce qui a commencé par des années de batailles intenses a finalement cédé la place à une impasse de 10 ans avec les soviétiques dominant les villes et les Moudjahidines contrôlant une grande partie de la campagne. C'est improbable en Ukraine. Initialement, l'Ukraine ne recevait que des systèmes de la guerre froide de partenaires non alignés ou des surplus inutilisés de l'OTAN, créant des craintes d'une domination militaire rapide de la Russie. Mais l'approvisionnement en armement occidental moderne a depuis augmenté, et les troupes utilisent maintenant des éléments de haute technologie comme le système de lancement mobile HIMARS, les missiles Attack-MS, les missiles anti-navires Harpoon et les radars de contre-batterie, créant un avantage qui s'est avéré désastreux pour l'opposition russe. La crise de moralité en cours parmi ces troupes, qui rend de plus en plus difficile le contrôle de ces unités lourdes de conscrits, inhibe également la capacité de combat de la Russie. L'insubordination a conduit à une défiance des officiers supérieurs, les forçant à superviser directement en première ligne.
En conséquence, cela a entraîné un nombre stupéfiant de pertes parmi les officiers de haut rang, qui comprendraient environ 14 généraux et 56 colonels depuis le début de la guerre. On sait que les choses empirent quand les leaders de haut rang meurent au combat. La preuve la plus sûre que les choses empirent, c'est lorsque le seul réflexe d'un dirigeant est de jeter de l'argent sur le problème. Et c'est exactement ce que Poutine fait maintenant. En novembre 2023, Poutine a signé un nouveau budget national qui, au cours des 3 prochaines années, augmentera les dépenses nationales d'environ 25%. Avec un montant record alloué à la défense nationale, les dépenses totales en 2024 pourraient atteindre jusqu'à 36,6 milliards de roubles, soit 415 milliards de dollars, avec un déficit prévu de près de 1,6 milliard de roubles, soit 9,5 milliards de dollars. Après la signature de Poutine, un représentant du Parlement russe a déclaré, sans donner de détails spécifiques, que le budget était orienté vers le financement de l'armée et l'atténuation de l'impact des sanctions internationales. Mais même si certaines sanctions du budget sont gardées secrètes, principalement pour dissimuler les plans militaires de la Russie pour l'Ukraine, on estime qu'environ 39% de toutes les dépenses fédérales seront consacrées à la défense et à l'application de la loi en 2024. Si Poutine veut mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est son choix. Mais il devrait probablement garder à l'esprit qu'à l'approche du point de basculement de l'Union soviétique, les dépenses militaires sont restées constantes. Détachée de toutes les tendances économiques, même lorsque l'économie soviétique pataugeait, son armée restait bien financée. Et même alors que le conflit en Afghanistan se prolongeait année après année, en matière de recherche et de développement, l'armée continuait d'être prioritaire. Il semble que Poutine se soit entièrement engagé à répéter les mêmes erreurs. Le plus drôle, c'est que plus d'argent ne fera probablement qu'exacerber l'un des problèmes les plus graves de l'armée russe. Des décisions logistiques incompréhensibles au simple vol, la corruption généralisée sévit à presque tous les niveaux. Commençant au niveau le plus bas, les recruteurs ont commencé à surestimer le nombre de recrues. Ils empochent simplement la différence quand les fonds arrivent pour équiper les nouvelles troupes. Des sources au Pentagone ont déclaré que des pratiques dysfonctionnelles comme celle-ci empêcheront finalement la Russie d'atteindre ses objectifs de recrutement pré-invasion, sans parler de l'expansion de son armée à plus d'1 million de troupes, comme le souhaite Poutine. Des rapports en provenance de Tchétchénie et de Géorgie ont également inclus des descriptions de problèmes sérieux avec de nombreux véhicules de combat et autres équipements de la Russie. Ces dysfonctionnements continus ont été attribués à tout, de la désinformation délibérée au détournement de dollars du ministère, de la négligence pure et simple au vol pur et simple. Ces pratiques, ainsi que toute une série d'autres corrompus, ont littéralement retiré l'armure des chars russes tout en polluant les véritables chiffres de ses forces et en sapant grandement sa capacité à équiper correctement ses troupes de première ligne. Dans un épisode particulièrement embarrassant, nombre des colonnes blindées qui ont d'abord avancé sur Kiev ont finalement été arrêtées bien en dehors de la ville, pas à cause de la résistance locale, mais par manque de carburant. Des rapports sur l'incident sont apparus presque immédiatement, citant diverses causes pour le cafouillage. Des problèmes logistiques ont causé des retards pour de nombreux véhicules, et certains ont même été détruits en cours de route. Il a aussi été suggéré que l'armée russe n'avait pas le carburant nécessaire pour sa poussée, car beaucoup avaient été vendus au marché noir en Biélorussie. En grande partie à cause de pratiques de maintenance médiocres, on estime qu'un tiers des véhicules russes ont échoué de leur propre chef. Des rapports indiquant que les troupes ont mangé des rations périmées, probablement parce que leurs officiers d'approvisionnement ont soit vendu les nouvelles, soit ne les ont jamais achetées en premier lieu, ont également émergé. D'autres problèmes logistiques ont conduit à des pénuries de troupes d'infanterie, laissant les chars russes vulnérables aux attaques des équipes ukrainiennes anti-chars basées au sol. De nombreux chars russes sont également entrés en bataille sans équipage complet, compromettant sérieusement leur capacité à fonctionner. Content d'ignorer de tels cas flagrants de corruption au sein de ses rangs, Poutine continue d'accorder à une multitude de ses oligarques loyaux la permission de siphonner les fonds publics. Maintenant, avec tout le monde jouant sale et Poutine détournant le regard, l'armée russe est une fois de plus retournée à des pratiques hautement corrompues. La ponction, le vol et la mauvaise allocation de l'argent, de l'équipement, des fournitures et d'autres ressources sont devenus la norme, chacun cherchant à prendre sa part. Avec ce genre de choses qui se passent, comment les dirigeants de la Russie peuvent-ils espérer remporter la victoire en Ukraine ? À l'ère de la guerre moderne, il y a plusieurs facteurs qui mèneront sûrement à la défaite. Un manque de cohésion et de structure, un mauvais leadership et la corruption, et un manque de détermination des troupes sur le terrain pour défendre l'État et ses intérêts. Eh bien, l'armée russe a touché le tiercé
Et si elle ne se ressaisit pas rapidement, être chassée d'Ukraine sera le moindre de ses soucis. Si l'armée russe devait s'effondrer, cela entraînerait une série de conséquences graves. Tout d'abord, l'Occident pourrait être inspiré pour fournir plus de formations et d'équipements aux pays voisins de la Russie. Deuxièmement, face à une éventuelle armée russe plus faible, l'Occident pourrait également changer sa façon de penser sur la vulnérabilité potentielle des pays baltes et de l'Europe de l'Est à l'agression russe. Et enfin, en raison du succès de certains systèmes d'armes en Ukraine, tels que les systèmes anti-blindage et anti-aériens portables, certaines armées occidentales pourraient bien commencer à renforcer leurs stocks actuellement en diminution. Si la Russie est vaincue en Ukraine, cela pourrait également renforcer suffisamment la confiance de l'Occident pour défier les actes agressifs de Poutine ailleurs, malgré d'éventuelles menaces nucléaires voilées. Ce ne serait pas la première fois que les États-Unis, du moins, ont affronté un État doté d'armes nucléaires, à savoir l'URSS lors de la crise des missiles de Cuba, en 1962, et la guerre du Kippour en 1973. Mais même dans l'éventualité peu probable que la Russie fasse une menace nucléaire directe, les États-Unis pourraient encore attendre pour répondre jusqu'à ce que les actions militaires actuelles et les sanctions internationales aient fait leur effet. Dans l'ensemble, les choses ne s'annoncent pas bien pour la Russie en ce moment. Dans les mois ou peut-être les années à venir, son armée pourrait être neutralisée. Son système politique pourrait s'éroder de l'intérieur. Son économie pourrait stagner. Et ses citoyens pourraient se révolter. Malheureusement, même si la Russie s'effondre bientôt sous le poids de ses propres doutes, le peuple ukrainien connaîtra sans aucun doute des difficultés continues. Et comme ils le sont maintenant, les résidents du nord et du centre de l'Europe seront confrontés à des pénuries d'énergie et à l'inflation, tandis que les États-Unis connaîtront une légère hausse de l'inflation. Cependant, certaines régions du monde en développement, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, connaîtront probablement les difficultés les plus extrêmes. Des pays comme l'Égypte, qui dépendent fortement de l'Ukraine pour le blé, un aliment de base crucial, surtout pour les segments les plus pauvres de la population, ont déjà commencé à avoir du mal à trouver des substituts. Les nations les plus pauvres d'Europe de l'Est, qui dépendent de la Russie et de l'Ukraine à la fois, pour l'énergie et pour la vente de leurs biens, continueront également à faire face à des défis économiques croissants. En réalité, l'impact de l'effondrement de la Russie suivra en grande partie le même schéma que la crise actuelle dans la région, ce qui signifie qu'il variera considérablement en fonction de la situation géographique. Et si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, la chute du régime de Poutine ne ferait qu'aggraver davantage les relations entre les États-Unis et la Chine. Actuellement, la Chine et la Russie sont alliés en matière de sécurité nationale, cherchant à affaiblir économiquement les États-Unis et à renforcer leur statut de superpuissance émergente. En même temps, cependant, la Chine ne peut pas soutenir ouvertement la Russie sans violer les sanctions imposées par les États-Unis et ses alliés. Une erreur ici pourrait vraiment nuire à l'économie de la Chine, et Pékin ne veut certainement pas cela. Mais tant que la Chine ne condamne pas publiquement la Russie et ne maintient pas les mêmes sanctions, l'Occident ne les verra pas comme un véritable joueur d'équipe, laissant les deux nations devenir plus méfiantes et moins coopératives. Et si cela se produit, nous pourrions nous retrouver à un carrefour crucial où les multinationales et les gouvernements seront forcés de choisir définitivement un camp, où une approche plus stratégique pourrait impliquer de renforcer sa relation économique avec la Chine ou les États-Unis. Le problème avec cette approche de l'un ou l'autre est qu'elle pourrait facilement prendre une vie propre, conduisant à des relations commerciales hautement complexes, à des normes technologiques différentes et à des options économiques réduites. Mais quelle est la probabilité que nous arrivions réellement à ce point ? Même les plus grands experts du monde semblent être divisés sur cette question. Dans une étude récente menée par le Scowcroft Center pour la stratégie et la sécurité du Conseil de l'Atlantique, les enquêteurs ont interrogé 167 des principaux stratèges et praticiens de la prospective mondiaux sur certaines des plus grandes évolutions à venir au cours des 10 prochaines années. Près de la moitié de ces experts, environ 46%, ont déclaré que la Russie deviendrait soit un État défaillant, soit se désintégrerait d'ici 2033, tandis que 40% des experts interrogés pensaient même que si la Russie devait se désintégrer de l'intérieur d'ici 2033, ce serait à cause d'une révolution, d'une guerre civile, d'une désintégration politique ou d'un facteur actuellement inconnu. Du côté optimiste, 58% des répondants à l'enquête sont convaincus qu'aucune nation n'emploiera d'armes nucléaires dans la prochaine décennie. Cependant, près d'un tiers des répondants, 31%, pensaient que nous assisterions à un conflit nucléaire d'ici 2033. Le fait qu'il s'agirait plus probablement d'un conflit régional plutôt que mondial n'est que légèrement réconfortant. Et le candidat le plus probable que les experts ont désigné pour déclencher les hostilités, oui, c'est la Russie. Après cela, ils pensaient que la Corée du Nord serait le pays le plus susceptible de déployer des armes nucléaires
contre l'un de ses voisins non nucléaires, plutôt que, disons, un pays aux capacités nucléaires supérieures comme les États-Unis. Le régime de Poutine a peut-être été affaibli par des erreurs cruciales concernant la force militaire russe, la détermination de l'Ukraine et la résilience de l'Occident. L'idée d'un effondrement total de la Russie paraît toujours quelque peu absurde. Il n'y a pas encore de preuve définitive que Poutine sera délogé de son siège de pouvoir ou que la Fédération de Russie implosera par la suite. Beaucoup de ceux qui doutent d'un effondrement imminent ont même cité l'absence de protestations russes contre la guerre, le leadership de Poutine ou la mobilisation en cours des conscrits comme preuve de la stabilité perçue de la Russie. N'oublions pas que ces activités sont considérées comme un grave délit en Russie. Les préjugés personnels de certains commentateurs occidentaux peuvent également avoir contribué à une évaluation exagérée de la vulnérabilité de la Russie. Après tout, les États-Unis ne se sont pas désintégrés après leur retrait embarrassant du Vietnam, de l'Irak ou de l'Afghanistan. Cela dit, cependant, même s'il y a peu de preuves pour soutenir un effondrement total, nous ne pouvons toujours pas ignorer l'imprévisibilité de ce type de régime autoritaire. Ce qui signifie que si les murs tombent, nous serons probablement confrontés à un scénario d'érosion ou d'implosion, plutôt qu'à une Russie écrasée de l'extérieur. Ce dont nous pouvons être encore plus sûrs, cependant, c'est qu'avant, pendant et après la chute hypothétique de la Russie, nous assisterons à une énorme vague de troubles ethniques et civils. Soit plus que ce que nous observons actuellement. Cela découle en partie de la pauvreté relative vécue par de nombreuses minorités russes, combinée à la surreprésentation de ces groupes dans l'armée russe. Les pertes russes en Ukraine proviennent également de manière disproportionnée des groupes ethniques les plus pauvres, les Dagestanais, Tchétchènes, Ingouches, Buryates et Tuvains. Alors que la récente campagne du Kremlin pour recruter 300 000 soldats supplémentaires cible également ces mêmes groupes, nous pouvons également être sûrs que plus la vie devient difficile pour les gens à Moscou ou Saint-Pétersbourg, plus il est probable que nous assistions à une véritable crise des droits de l'homme parmi les minorités ethniques russes, culminant dans la menace d'une Russie fragmentée ou en conflit interne, entraînant une rupture localisée le long des lignes ethniques qui pourrait potentiellement donner naissance à divers États aspirant à l'armement nucléaire. À l'avenir, si la Russie parvient à garder ses lumières allumées, cela aura probablement peu à voir avec la volonté des élites du pays ou avec les politiques occidentales. Des forces plus puissantes sont à l'œuvre ici, alors que la Russie de Poutine, qui pourrait être bien plus fragile que ne le suggère sa posture, lutte pour la stabilité au milieu d'une multitude de tensions qui se renforcent mutuellement. Demandez-vous si l'effondrement de la Russie serait violent ? Eh bien, la réponse ici est probablement oui. Les effondrements d'États sont généralement violents, et même si l'effondrement de l'Union soviétique a été relativement pacifique, on peut soutenir que la guerre en Ukraine est en un sens une vague de violence retardée initiée par cet événement historique. Un effondrement entraînerait probablement plusieurs guerres civiles entre les nouveaux petits États qui se battraient pour les frontières et les actifs économiques, tandis que les élites de Moscou réagiraient à tout sécessionnisme par leur propre résistance violente. De manière réaliste, avec la déstabilisation violente de la région, nous pourrions nous attendre à voir une avalanche de migration vers des pays comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Bruxelles ouvrirait probablement aussi ses frontières, et l'UE dans son ensemble se trouverait responsable d'apporter de l'aide. On pourrait aussi s'attendre à une longue route vers la stabilité régionale. Certains experts ont estimé qu'il pourrait falloir plus de 30 ans pour inverser les dommages déjà causés à l'économie et à l'armée de la Russie, sans parler de sa réputation. Pensez-vous que la Russie se dirige vers l'effondrement ? Quels facteurs ou événements spécifiques pourraient la conduire dans cette direction ? Et quel pourrait être le sort du régime de Poutine à l'avenir ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Regardez maintenant pourquoi envahir la Russie est une mauvaise idée, ou simuler une guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN.